Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Il nous fait des halos. Ah oui, il nous c'est dit bon? oui. OK. Bonjour. Oui. Marie-Christine, il faut que tu parles directement comme ça. Mais oui, je suis habituée, moi. Bon, hey, merci d'être venu en milliers de personnes. En personne, en plus. Bonsoir, je m'appelle Ghislain Tachereau. J'ai le plaisir d'animer pour une première fois une table ronde, donc j'espère que vous serez indulgentes et indulgents avec moi. Ça se peut que je m'enfarge dans mes broches. Le thème... Ah, l'amour. Je vous lis un peu de quoi il retourne. Peut-on parler d'amour dans les livres ou bien le sujet est-il arrivé au bout de son souffle? Dans cette rencontre, Marie-Christine Chartier, Amélie Dubois et Jean-Philippe Warren explorent comment l'amour se décline et se maintient à travers les genres et les temps sans jamais s'estomper. Alors, j'ai le plaisir de vous les présenter. Amélie Dubois est originaire de Danville, un petit village en Estrie. Elle fait un baccalauréat en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières avant de compléter une maîtrise en criminologie à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Amélie expérimente ensuite différents types d'emplois, centre jeunesse, détention fédérale, prévention du suicide, urgence psychosociale avec les corps policiers et enseignement avant de découvrir l'écriture. Elle n'avait jamais songé à écrire une ligne avant, mais elle s'est ramassée avec un contrat d'enseignement au cégep de la Gaspésie et les îles, puis elle n'avait pas le câble, elle avait beaucoup de temps libre, et alors elle s'est mise à écrire. Elle écrit ses premiers mots en 2009, et au tout début de 2011 paraîtront simultanément les 2 premiers tomes de sa série Chick Lit. Donc, elle s'amuse beaucoup à l'écrire et elle a beaucoup de succès. Marie-Christine Chartier. Non, mais je résume. C'est ça qui est ça. Oui, c'est ça. Marie-Christine Chartier est une passionnée d'écriture. En plus d'être rédactrice pour diverses plateformes, elle est l'autrice chez Urtubise de 6 romans qui ont tous connu un succès retentissant. L'allégorie des truites arc-en-ciel, 2018, Tout comme les tortues, 2019, Le sommeil des loutres, 2020. Ça, c'est les années, hein, c'est pas le nombre d'exemplaires vendus, soit dit en passant. La floraison des nénuphars, en plein cœur de Saturne et L'éveil des érables, là, de 2023. Elle est détentrice d'une maîtrise en psychopédagogie à l'Université Laval. Elle a aussi joué au tennis de haut niveau aux États-Unis pendant 6 ans. Et elle passe maintenant ses journées à écrire entourée de ses animaux. Et je vous rappelle que les humains sont des animaux. Maintenant, Jean-Philippe Warren, qui est professeur titulaire à l'Université Concordia. Il a obtenu des diplômes de l'Université Laval, l'Université de Montréal et l'École normale supérieure à Paris. Il s'est particulièrement intéressé à l'histoire des sciences sociales, des idées, des mouvements sociaux, des sociétés autochtones et de l'Église catholique. Il a réalisé notamment des études importantes sur le sociologue québécois Fernand Dumont, le peintre Paul-Émile Bordua et l'écrivain Honoré Beaugrand. Il est membre de l'Office québécois de la langue française depuis le 21 décembre 2016. C'est pourquoi il me le reprendra constamment pendant mon animation. Bon, alors on se demande pourquoi on m'a demandé à moi d'animer cette table ronde. C'est que j'ai démarré en 2020 une collection de romans amouristiques où je me moque des romans d'amour. Alors, je suis le candidat idéal pour animer cette table ronde, naturellement. Non, sans blague... L'amour est un thème qui, qu'on en rit ou qu'on en pleure ou qu'on s'en serve de toutes les façons possibles. C'est un thème qui touche tout le monde. Alors, on trouvait que c'était important d'en débattre ou à tout le moins d'en parler. Je commencerai premièrement par vous demander de me résumer votre dernier ouvrage en commençant par Marie-Christine. Oui, en fait, mon dernier ouvrage, c'est L'éveil des érables. C'est la suite de mon roman Le sommeil des loutres. C'est une histoire...
C'est une histoire qui suit le parcours de Jake et Emily, qui sont les personnages principaux du Sommet des Loutres. On les retrouve quelques années après la fin du Sommet des Loutres et on en vient un petit peu à découvrir comment ils ont grandi ensemble, comment leur couple, c'est un peu... il y a eu des passes plus difficiles, comment ils ont... Moi, j'aime aborder plusieurs thèmes, pas juste l'amour, mais l'amour, et c'est sûr que c'est un thème principal, mais j'aborde aussi dans ce roman-là beaucoup de la pression de performance. On parle de Jake, c'est un personnage qui a eu plusieurs... problèmes dans le passé, et là, il se remet sur pied, il va mieux, donc on apprend à le connaître alors qu'il va mieux. C'est une histoire c'est la suite de ce couple-là, en fait. Donc, Il a été une superstar comme moi aussi? absolument. Moins, un peu moins. Ouf. Oui, bien sûr. Amélie? Oui, mais moi, mon dernier, c'est la fois où j'ai cédé le passage à un éléphant, où j'utilise un peu cette expression-là quand on dit « Ah, il y a un éléphant dans la pièce », puis on fait semblant qu'il n'existe pas. Donc, j'ai récupéré un peu l'expression. Puis c'est un couple... Comment je pourrais dire? C'est un couple qui s'aime à danser jusqu'au ciel, mais qui s'obstine sur un moyen temps. Hein? Puis... moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est qu'on suit ce couple-là qui passe à travers ces difficultés-là, qui se demande s'ils vont rester ensemble, tu sais. Mais on est très campé dans, oui, une histoire d'amour, mais on est beaucoup dans le day-to-day, tu sais. Puis ils sont en voyage au Sri Lanka, donc des fois, le voyage, tu sais, amène son lot de défis. Donc, on suit ce couple-là, puis on se demande, bon, quelles décisions ils vont prendre, parce que, tu sais, je pense que c'est ça, l'amour, c'est pas suffisant, tu sais, ça prend... Non, c'est ça. Fait que Malheureusement. Oui, fait que voilà. Jean-Philippe, c'est pas de la fiction. Jean-Philippe, c'est un essai. Le titre, le roman d'amour à 10 sous. Alors toi, résume-nous ça à ta façon. Oui, donc c'est pas de la fiction, c'est un ouvrage historique, ce qu'on pourrait appeler en bon français un coffee table book, parce qu'il est richement illustré. Il y a 250 illustrations qui viennent, entre autres, d'un artiste incomparable qui s'appelait André Larchevêque, qui était celui qui était chargé de confectionner les images pour illustrer les romans d'amour d'une compagnie, d'une maison d'édition qui n'existe plus, qui s'appelait à l'époque Police Journal, et qui a connu un succès absolument fulgurant pendant la guerre et l'après-guerre, entre autres parce que les frontières du pays étaient fermées aux importations américaines et françaises à cause du conflit mondial, et ont pu donc prospérer des maisons d'édition locales qui publiaient chaque semaine, dans ce cas-ci, c'était chaque semaine, un roman de 32 pages qui décrivait une belle histoire d'amour à la Hollywood et qui se vendait un peu partout à des milliers et des milliers d'exemplaires. Il faut comprendre que le phénomène a duré à peu près 20 ans, qu'on publiait un roman par semaine et qu'on en vendait de 20, 30 000 à 40 000 exemplaires. C'est absolument exceptionnel. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'édition au Québec, ni avant, ni après. Et pourtant, aujourd'hui, cette page de l'histoire de l'édition, elle est complètement oubliée. Il y a très peu de gens qui s'en souviennent. Et donc, ce qu'on a voulu, nous, c'est dans le livre que j'ai écrit avec Marie-Pierre Luneau, qui est une chercheuse de l'Université de Sherbrooke, on a voulu un peu rappeler à notre mémoire ce phénomène de l'édition québécoise. Très bien résumé, j'aurais pas pu faire mieux. Je vais juste te demander de parler un petit peu plus près du micro tantôt. Les filles, qu'est-ce qui vous motive à écrire sur le sujet de l'amour? Et je sais que c'est pas strictement ce que vous écrivez, mais toi, majoritairement, Marie-Christine, toi, Amélie, pas majoritairement l'amour? Non, ça en fait partie, mais je dirais peut-être dans une proportion de, je sais pas, moi, peut-être dans 60... Dans 60 de tes écrits? Oui, c'est ça. Ou non, plus 60 de mes livres. J'ai des livres qui n'en parlent pas du tout. Oui, d'accord. Mais alors, mettons, quand tu décides d'écrire sur le sujet de l'amour, c'est parce que c'est quelque chose il y a des affaires qui te préoccupent personnellement, que tu as vécu, ou c'est pour aborder te donner le défi d'aborder ce thème-là en général? Bien, moi, je pense que c'est important de l'aborder. Je pense que c'est central dans l'être humain, partout sur la Terre. Cherche l'amour ou veut être en amour. Ou, il y a quelque chose d'un peu... je pense que c'est une minorité qui tourne le dos à ça. Mais moi, ce qui m'attire quand je parle de ça, moi, je suis très dans... Tantôt, je disais dans le day-to-day, puis très dans la réalité, très ancré dans une réalité. Moi, le couple, je trouve ça drôle. J'ai écrit beaucoup sur le célibat. Puis pour moi, en tant qu'écrivaine, je trouvais que je faisais le tour plus rapidement que le couple. Je trouve que c'est comme un puits sans fond. Moi, ça me fait rire dans un peu dans l'humour d'un gars, une fille.
Tu sais, les capsules d'un gars, une fille viennent d'en ressortir récemment, mais tu sais, c'était très, très ordinaire. Tu sais, moi, je me souviens d'un gars, une fille, là, ils sont assis, puis ils reçoivent des amis, puis ils vont jouer à un jeu de société, tu sais, puis là, c'est les deux personnages principaux, Guy et Sylvie, qui se mettent à s'obstiner ces règlements, tu sais. C'est bien niaiseux, tu sais, mais en même temps, là, on l'imagine, puis ça existe. Tu sais, c'est un peu... Moi, je manque beaucoup dans ça, dans mes livres. Dans cette réalité très quotidienne, très... que tout le monde peut avoir vécu une affaire de même. Je suis plus dans ça que dans un amour très romantique, très romancé, très rose bonbon. T'sais. Toi, qu'est-ce qui te motive surtout à écrire du roman d'amour? Bien, en fait, je pense pas que j'écris du roman d'amour. Non, mais je veux dire, comment en fait, je vais te reformuler la question. Comment tu le qualifies de bord, ton type de roman? Oui. C'est juste que l'amour est une trame de fond à l'histoire, au sens où souvent, moi aussi, j'aborde les couples parce que j'aime avoir une narration à plusieurs voix où je vais avoir le point de vue généralement, le gars ou la fille et vice-versa. Ils vont se passer la balle. Des fois, il y a 3 personnages. Après ça, je trouve que, pour moi, le couple est la façon d'instaurer la dynamique qui, après ça, va traiter de sujets qui sont divers. Soit, je parle beaucoup de relations humaines en général. Donc oui, relations amoureuses, mais aussi amicales et fraternelles. Et mon intérêt principal, c'est ce qui me motive, c'est les relations humaines en général, comment on tisse des liens, comment ils se détissent avec le temps, comment on construit une relation, comment à un moment donné, il y a quelque chose qui se perd, comment on s'améliore avec le temps, qu'on apprend, qu'on se choisit. Donc, il y a tous ces thèmes-là qui sont interlacés dans ces histoires d'amour-là. Et je pense sincèrement que parce que je suis une femme qui écrit des histoires et que ces histoires-là ont comme trame de fond l'amour, c'est plus facile de dire que ce sont des romans d'amour parce que je suis une autrice. Mais moi, j'ai plein de collègues et d'amis auteurs qui écrivent des romans où on parle d'amour et qu'on ne va pas dire que ces romans-là sont des romans d'amour parce que ce sont des auteurs. Alors, ouais, OK, je comprends. La nuance est quand même intéressante à apporter quand même. Mais, oui, t'allais-tu dire quelque chose ou quoi? Je t'ai vu... non, oui, okay. Parce que je pense, mettons, à Roméo et Juliette. Là. Bon, quand t'as un couple dont tu sais, s'ils se marient, puis ils s'achètent un bungalow, puis ils ont des enfants, c'est pas vraiment intéressant. Alors, il faut qu'il y ait une espèce de conflit qui fasse en sorte qu'il y a un intérêt à suivre l'histoire. Donc, comment est-ce que vous décochez ça? Vous inventez... Sur quoi vous basez pour trouver ces conflits-là qui vont faire en sorte qu'on va avoir le goût de vous suivre, de suivre l'histoire? Je m'excuse, mais encore une fois, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais en tout cas, je pense que s'il se passe rien, c'est... Non, mais dans le sens que tu dis que si un couple qui achète un bungalow, il y a des histoires actuellement qui sont exactement sur ça. C'est des micro-conflits aussi. C'est pas nécessairement... Oui, mais il faut qu'il se passe quand même quelque chose. Il faut que... je sais pas, moi, si... il s'achète un bungalow, puis là, il se chicane pour la redécoration de telle ou telle pièce. Pour le jeu de société. Pour un jeu de société. Non, mais moi, j'ai une belle chicane dans mon roman là, sur acheter un brocoli à l'épicerie. Hein? Il y a 2 types de brocoli. Il y a le brocoli qui est comme enveloppé. Là. Oui. Habituellement, c'est le crown ou le brocoli. Et il y a le brocoli, habituellement, qui va venir du Québec. Et je disais, j'ai réussi, ça dure 2 pages de temps. Puis c'est un couple sur la décision du Moses de brocoli à l'épicerie. Et en fait, les gens me parlent de cette scène-là. C'est très anecdotique dans le livre, mais c'est comme un peu, tu sais, dans le micro-conflit, c'est un peu ça aussi de dire, tu sais, ouais, mais là, moi, je suis pas d'accord aujourd'hui. Et aussi, ah, mais moi, je suis fatiguée. Ah, mais moi, j'ai ci. Ah, mais moi, je suis un peu plus impatiente aujourd'hui. Tu sais, sans que ce soit un conflit, tu sais, d'importance. Tu sais, je veux des enfants, t'en veux pas, mettons. Ouais, on est ailleurs. Privés, le brocoli, on est... Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose dans l'enjeu que tu parles de... Dans ces micros, si on veut, enjeux-là, où est-ce qu'on se rend, puis où est-ce que, tu sais, en tout cas... Ouais. Mais il y a quand même une courbe à un moment donné. Je ne sais pas, c'était quoi les thèmes principaux, Jean-Philippe, abordés dans, mettons, la majorité, là, ça jouait beaucoup autour de quoi, les thèmes? Ben, il y a une chose que tu as dit en citant Roméo et Juliette, c'est que les romans d'amour peuvent être de grands classiques. Hein. Il y a des auteurs qui ont écrit des romans d'amour, des autrices qui ont écrit des romans d'amour. On vient de citer Shakespeare, on peut citer Jane Austen, qui font partie du panthéon de la littérature mondiale. Et donc, on a souvent un regard amusé
dirais, peut-être jusqu'à dire jusqu'à méprisant, où l'on pense qu'un roman d'amour ne peut pas s'élever à de la grande littérature, mais il y a de tout dans le roman d'amour. Il y a du roman populaire, il y a du roman plus classique, il y a des romans marginaux. C'est très difficile d'arriver à faire une définition qui rassemblerait l'ensemble du spectre de ce qui se retrouve dans la catégorie roman d'amour. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un canevas quand même central. La première caractéristique, c'est que pour que ça soit une histoire vraiment d'amour, il ne faut pas juste qu'il y ait l'amour dans le roman. Parce que sinon, on exclurait de notre corpus bien peu d'œuvres. La plupart des œuvres, on trouve des émotions, des relations sentimentales entre les personnages. Donc, il faut que, comme dans Roméo et Juliette, toute l'histoire narrative tourne autour de cette trame principale qui est l'amour que se vouent deux êtres. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait oui, tu l'as dit, une embûche, une difficulté, un obstacle à la réunion des personnages. Et donc, souvent, ces gens-là sont destinés à s'aimer, mais il va y avoir une contrariété, des fois, selon les époques, parce que l'histoire d'amour a été écrite depuis au moins 300-400 ans, donc dans la littérature occidentale. Donc, les obstacles ont eu plusieurs formes. Ça peut être un enlèvement, ça peut être une tempête, ça peut être, dans Roméo et Juliette, c'est l'animosité entre deux familles. Et nous, dans notre corpus qu'on a étudié dans les années 40 et 50, souvent, c'est la possibilité pour la jeune femme, parce que l'héroïne, c'est souvent une héroïne plus qu'un héros dans les romans d'amour des années 40 et 50, c'est la possibilité pour la jeune femme de se réhabiliter aux yeux de celui qui va être son époux. Donc, elle vient régulièrement d'une famille assez pauvre, misérable, d'un quartier de l'Est de Montréal. Elle a peu d'éducation. Des fois même, elle sera orpheline. Et puis, ça va être pour elle une grande traversée pour qu'enfin la personne sur qui elle a jeté son dévolu au début du roman, cette personne-là puisse se retrouver avec elle devant l'autel pour célébrer un beau mariage. Ah, c'est donc bien beau, hein? C'est très beau. C'est quoi là, je me retourne vers mesdames. C'est quoi la portion autobiographique que vous vous permettez d'inclure dans vos écrits quand ça touche l'amour spécialement? Moi, je fais de la fiction. C'est sûr qu'après, je dis souvent que les émotions que je décris, éventuellement, je vais les avoir vécues, mais j'écris pas sur des relations que j'ai vécues moi-même. En plein cœur de Saturne, c'est mon seul roman qui est plus un peu autofictif, mais il est autofictif au sens où je me suis beaucoup vue dans un des deux personnages, pas dans la relation qu'elle a nécessairement avec le personnage masculin, mais plus comme de la façon qu'elle est anxieuse, donc de la façon qu'elle décrit certaines parties de sa personnalité, je me voyais là-dedans. Mais non, des fois, je pense que quand on parle, qu'on écrit des romans, les gens assument qu'on parle de nous parce que c'est la première chose qu'on aurait le réflexe de faire si c'était pas naturel pour nous d'écrire. Mais moi, c'est très fictif, donc c'est sûr que tu t'inspires de ce que tu as vécu. Je suis pas inconnue à ces émotions-là, mais c'est pas des émotions. Je prends pas mon dernier chum puis je raconte un roman. Là, de toute façon, la personne ne pourrait pas lire 3 ou 4 de tes romans puis dire chacun de ces romans-là, c'est son histoire à elle, parce que t'en aurais vécu en maudit des trucs avec une grande profondeur. Oui, c'est ça. Moi, je fais les deux. Moi, j'ai des séries qui sont complètement fictives, les personnages, puis j'ai des séries un peu plus auto-fictives où, oui, moi, je m'amuse un peu avec ça, à dire cette scène-là, c'est-tu niaiseux? Mais je dois pas être la seule, tu sais. Fait que là, moi, je vais la transcrire, je vais la modifier. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'autofiction, parce que je joue avec la réalité, la fiction. On sait pas dans quelle proportion, puis bon, c'est un peu... Mais il y a quelque chose là-dedans que j'aime, étant donné que je suis très dans le très commun. Il y a quelque chose que... Je vais vivre quelque chose de drôle, puis je me dis, Colin, je vais l'écrire, c'est drôle, tu sais. Tout comme, j'imagine, spécialement dans des salons du livre où on croise des personnages, des fois, on se dit « Oh, ça, je vais me rappeler des traits de cette personne-là parce que ça va me nourrir éventuellement dans mes écrits. » Là, on a deux filles qui ont écrit des histoires d'amour. Je me demande, dans les romans dissous d'après-guerre, c'était quoi la proportion d'auteurs et d'autrices? Est-ce qu'on le sait? Non, mais c'est malheureux, on ne le sait pas. Il y avait tellement de mépris posé sur les éditeurs populaires que lorsqu'ils ont fermé leurs portes au milieu des années 60, leurs archives ont été toutes jetées aux poubelles, ce qui fait qu'on ne sait à peu près rien sur ceux et celles qui ont écrit des romans. On s'imagine qu'à peu près la moitié devait être écrit par des femmes, l'autre moitié par des hommes. Chose certaine, les pseudonymes, parce qu'il y avait des pseudonymes sur les pages couverture, se féminisent au fur et à mesure qu'on avance dans les années 40 et 50. Donc, on voit que les éditeurs ont voulu s'adapter à un lectorat qui était sans doute plus féminin. On sait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des études, des sondages qui ont été faits, on sait que la proportion
du lectorat qui sont des femmes dans les romans d'amour peut s'élever, dans le cas d'Arlequin, jusqu'à 95, 96, 97 hein. Donc, c'est pas toujours le cas, mais ça peut s'élever vraiment à des niveaux extrêmement élevés. Donc, on s'adresse davantage à des femmes. Et l'histoire que l'on raconte, puis ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est vraiment intéressant parce que l'histoire que l'on raconte dans ces romans populaires de la guerre et de l'après-guerre, c'est une histoire qui se veut possible. Mais c'est pas nécessairement une histoire qui se veut plausible. On veut voir mise en scène des situations où les gens pourraient se reconnaître, ça pourrait leur arriver, mais évidemment, certaines de ces retournements sont parfaitement rocambolesques. Et on les fait rêver ou quoi? On les fait rêver. Ouais. Exactement. Donc, il y a un pacte de lecture vraiment intéressant dans le roman d'amour. On se dit, cette personne aussi... improbable que soit son parcours, cette personne-là, ça pourrait quand même être moi. Je pourrais, moi aussi, connaître le coup de foudre. Je pourrais, moi aussi, rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Je pourrais, moi aussi, avoir ces sentiments. Parce que être en amour, peut-être que certains ont vécu une grande histoire d'amour, mais être en amour, c'est quelque chose d'incroyable. C'est difficile à décrire. On perd ses mots parce qu'on vit une situation qui n'a pas son équivalent dans le reste de nos jours. On a des papillotements, on se sent tout drôle. Et donc, on voudrait... comme lecteur ou comme lectrice de ces romans populaires, nous aussi pouvoir accéder à cet état, on va dire, merveilleux des personnes qui se disent en amour. Mais il faisait allusion, Jean-Philippe, tu faisais allusion à Arlequin tantôt. Et quand on pense à Arlequin, forcément, on se dit... il y a une recette, puis tout ça. Alors, y a-tu ce regard-là qui est jeté sur vous deux, par exemple? Y en a-tu qui se disent, ça parle d'amour, donc il doit y avoir une recette derrière ça? Et moi, je pense qu'il y a une peur de cette recette-là. Moi, je pense qu'il y a une recette qui existe. Tu sais, si on regarde un peu, on appelle ça, tu sais, les films romantiques un peu américains, tu sais, il y en a une recette, là. C'est toujours, les Hallmark movies, là. Bon, oui, c'est ça. Puis là, Comment t'as dit ça? Les Hallmark movies. Ah, OK. Oui, c'est ça. Tu sais, puis l'homme qui veut pas trop s'engager, difficile d'accès, la tombe amoureuse, elle sait pas trop. Puis là, moi, me semble que pour en avoir écouté, c'est toujours au moment où elle s'en va prendre l'avion. Oui. Que lui, là, il fait « Je l'aime, finalement, elle, Colin. » Fait que si vous avez daté quelqu'un qui est pas nice, allez prendre l'avion, tout va se régler. Et là, il court dans l'aéroport, il court. La fille est juste avant de passer la sécurité. Puis là, il arrive, puis là, elle fait « Ah oui, mon Dieu, oui. j'embarque là-dedans. » En fait, c'est que tu te rends compte que ce que tu es en train de perdre, tu vas le perdre pour vrai. Ouais. Et la fille, il pose aucune question, hein? Elle fait « Ah, super, tu sais. » Mais, fait que, tu sais, moi, j'ai des questions à poser à ce gars-là, là, parce que là, il y a 2 heures, il voulait pas s'engager. Qu'est-ce qui est arrivé? Et tu partais. Oui, c'est ça. Fait que là, runner, chaser, en tout cas. Mais bref, je pense qu'il y a une recette qui existe, tu sais. Moi, j'essaie, du moins, tu sais, j'adhère plus ou moins à ça. Moi, c'est difficile, ces films-là, parce que là, vous me voyez, tu sais, je trouve ça peu crédible. Je dis, voyons donc, j'ai des questions à poser, tu sais, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Bon, il l'aime tout d'un coup. Fait que j'essaie de... T'essaies de te surprendre Mais moi, toi-même. je crois pas à ça, tu sais, je crois pas que c'est ça. Donc, oui, il y a des aspects romantiques, mais moi, j'aime beaucoup le romantisme maladroit. T'sais, moi, c'est ça que j'aime. T'sais, le gars qui dit « Je l'aime, cette fille-là, mais là, j'arrive, puis là, je suis un peu tout croche, puis là, je sais pas trop, mais je vais lui dire, mais là, puis là, il y a un livreur de pizza qui arrive. T'sais, si vous autres qui avez commandé la pizza, non, c'est pas nous autres, mais là, il y a dérange. Moi, j'aime ça. Ouais. Puis on retrouve ça dans la télé québécoise un peu. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, moi, qui me plaît. Mais c'est le fun aussi. Oui, excuse-moi. C'est le fun de se faire... de se faire plaisir, de dire « Ah, j'ai une bonne idée, il va se passer ça après cette scène-là. » Moi, en tout cas, quand j'écris, je fais ça, j'imagine tu... Moi, j'ai pas de plan. Non, moi non plus, j'ai pas de plan. Moi non plus, j'ai jamais de plan. Mais sauf que... C'est vrai? T'as le goût moi aussi, j'aimerais bien ça. Moi aussi, j'aimerais bien. Mais t'as le goût de te surprendre, de dire « Ah, quelle bonne idée! » Parce que si toi, t'es fier de ton idée... Oui, mais en fait, moi, j'y vais vraiment avec des thèmes. Donc, c'est plus comme le thème qui va mener l'écriture au sens de quoi je veux parler dans cette histoire-là. Et après ça, je vais construire autour de ça. Après ça, comme on dit, le roman d'amour ou l'histoire d'amour ou la comédie romantique versus, par exemple, c'est ce que nous, on fait, c'est très, très vaste, c'est très large. Est-ce que quand tu écoutes un film de Noël, tu sais que la fille, elle travaille à New York, puis là, elle va aller dans une petite ville, puis là, il va avoir un farmer, puis là, elle va le rencontrer, ils vont tomber... Of course, ça existe, puis ça répond à un besoin qui est d'écouter ce film-là un milieu de décembre qui neige, puis de sentir que t'es bien. Après ça, je pense pas que c'est ça que nous, on fait. Puis est-ce qu'il y a une recette? Il y a plusieurs recettes, j'imagine, dans les livres. J'ai rien que je suis, tu sais, je m'assois
perçois pas en disant voici les étapes que je dois remplir pour que cette histoire-là fonctionne. C'est plus qu'est-ce que ces personnages-là ont besoin de vivre pour arriver à la compréhension de ce thème-là ou de ces émotions-là que j'avais envie d'aborder. Tu sais. Ouais. Mais je reviens sur les romans à 10 sous qui renfermaient 32 pages. Fait que là, je pense que c'était à cause de l'imprimante. Là, c'était une feuille. En tout cas, ce qui fait que tout le monde était limité à 32 pages. Alors, il devait forcément y avoir une espèce de... Oui, bien, alors, oui, effectivement, on imprimait ces romans sur une très grande feuille qu'on pliait pour en faire 32 pages. C'était toujours 32 pages, ce qui faisait que si jamais la personne qui était derrière l'écriture du roman avait trop tardé pour faire en sorte que son scénario connaisse un dénouement. À la 30e page, les choses défilaient assez vite. Et il y avait l'espèce de... On appelle ça le Deus ex machina dans le monde du théâtre, mais c'est un peu la même chose pour ces romans. On arrivait avec des histoires qui déboulaient assez vite pendant les derniers paragraphes. Et c'était immanquablement le même canevas, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'était à la fois, au début, la rencontre, ensuite de ça, la disjonction ou la rupture, et puis finalement, la réconciliation finale. Souvent, le fameux baiser qu'on va retrouver au cinéma, le baiser hollywoodien qui faisait la clôture de certains films à grand déploiement. Là, on a la même chose. Le baiser annonce non seulement l'amour, mais là, on est dans les années 40 et 50, annonce aussi les fiançailles, le mariage et éventuellement pour la femme, évidemment, la maternité. Et donc, il y a tout ça qui vient avec le baiser. C'est tout un contrat social qui est caché derrière une histoire qui se veut éthérée, abstraite, belle, désincarnée. Mais n'écrit pas de ce genre de roman qui veut. On s'imagine que c'est très facile d'écrire des romans de ce style. Souvent, on dit que Harlequin, c'est une simple recette. Il suffit de mettre les 3 ou 4 ingrédients dans la marmite et qu'on va finir par faire des romans qui vont se vendre bien. Tous ceux et celles qui se sont essayés à faire des romans Harlequin dans les années 80 et 90 se sont cassés la gueule. C'est extrêmement compliqué d'écrire des romans Harlequin. C'est encore plus difficile, j'imagine, d'écrire des romans à la Jane Austen, qui sont aussi des romans d'amour, ou à la Charlotte encore plus Brontë. difficile de les lire, les romans Harlequin, je dirais. Mais les romans Harlequin sont aussi difficiles à écrire. Et une des choses qui pose problème, c'est pas la seule, mais une des choses qui pose problème au Québec, c'est que ce sont des romans d'évasion. C'est le premier critère qui est mis en haut des règles données aux potentiels auteurs et autrices de la Maison Harlequin, c'est il faut que votre roman procède à aide les personnes qui vont le lire à s'évader de leur quotidien. Or, au Québec, si jamais vous échappez du Québec par une mode d'évasion, mais vous ne parlez plus du Québec, puis comme auteur ou autrice québécois, ça commence à être assez compliqué. Ce qui fait que ici, la littérature sentimentale s'est surtout réfugiée, pas exclusivement, mais surtout réfugiée dans 2 genres. La littérature jeunesse, où on a énormément de romans d'amour, beaucoup plus que sans doute que vous le soupçonnez, et la chick lit. Parce que la chick lit et le roman de jeunesse sont des romans qui ont cette particularité à l'intérieur de la littérature sentimentale d'être très concrets et ancrés dans la réalité locale. Et donc, ça a été une manière pour le Québec d'avoir ces romans d'amour qui pouvaient quand même se vendre et diffuser à l'ombre de ces géants de la littérature qui monopolisent par ailleurs à peu près 75 % de la production sentimentale aux États-Unis comme ici au Québec. Ah, c'est fort intéressant. Les filles, je me retourne vers vous. En vous lisant, ce qui me frappe, c'est que les deux, vous fonctionnez avec la première personne du singulier. Autant Émilie que Jake parlent à la première personne du singulier. Même chose pour Amélie, sauf qu'Amélie, ça passe par Mali, qui parle de ses états d'âme, de ce qu'elle vit, de comment elle perçoit l'autre. Sébastien, pour ne pas le nommer. Jean-Sébastien, oui, non. Ouais, en tout cas. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est quand, Marie-Christine, tu parles à la première personne au jeu, pour être plus simple, autant avec Émilie qu'avec Jake. Quand c'était le cas de Jake, est-ce que tu disais, OK, là, il faut que je mette mon cerveau en mode, je sais pas, masculiniste différent? Non, mais c'était-tu une espèce de différent travail mental pour parler à la première personne, de faire parler de Jake? Tu vois, j'ai cette idée folle que les hommes sont des humains tout comme nous. T'es-tu sérieuse? C'est fou.
Je me pince. Puis, écoute, non, j'aborde le changement de personnage au même sens que j'aborde le changement de personnage entre, tu sais, dans un roman, j'ai 3 personnages, donc j'ai Ariane, Anaïs et Samuel, et j'aborde de changer d'un personnage à l'autre, de gars à gars ou fille à fille, de la même façon, au sens où pour moi, ce sont des personnes complètes que que j'ai développées avec leurs qualités, leurs défauts, leurs contextes dans lesquels ils ont évolué. Donc, je me mets pas en mode, là, je suis un gars quand j'écris. Je pense que j'ai aussi... Peut-être que le fait que je suis une femme fait que j'écris des gars qui sont quand même nuancés. Puis je veux dire, en même temps, il y a des gars qui m'ont lu, qui m'ont dit que j'écrivais quand même bien les gars. Fait que, je veux dire, je le vois comme les gars sont des humains, puis je change mon chapeau d'un personnage à l'autre et non d'un sexe ou un genre à l'autre. Non, mais c'est parfait, oui. Ben, moi, j'avais écrit dans la tête d'un... J'ai un livre, j'avais écrit dans la tête d'un gars, puis il y avait quelque chose qui m'inquiétait là-dedans. Tu sais, j'avais peur qu'on sente un peu le jupon qui dépasse. Puis je m'étais fait lire par en tout cas, j'ai un éditeur que c'est un gars, puis j'avais dit, porte attention à ça, je veux juste pas... Tu sais, qu'à un moment donné, à la limite, d'un côté comme de l'autre, tu sais, autant dans le stéréotype, que dans le côté trop féminin ou dans le côté trop masculin. Puis, tu sais, il m'avait corrigé quelques affaires, là, que là, il me disait, moi, je pense qu'il devrait plus se dire ça. Fait que moi, j'avais eu besoin de le faire, mais c'est peut-être pas nécessaire. Non, mais dans le sens que, tu sais, des fois, j'ai besoin de corriger les personnages féminins aussi. Tu sais, je pense que c'est dans le travail d'édition. Pour moi, je le vois au même sens que des fois, j'ai une pensée, puis mon éditrice, ça va être comme, il me semble que ça c'est un peu raide, ou ça pourrait être nuancé. Fait que ça, c'est la même chose. Des fois, mes pensées de personnages masculins doivent être ajustées, mais je le vois égal pour moi, mettons, quand j'ai dit que n'importe quel personnage. Ouais, j'essaie de les voir tous de la même façon, puis de me dire que je les ai assez bien compris, que je les fais de façon à ce qu'ils sont... on les croit, là. Non, je comprends. Dans les romans à dissous d'après-guerre, des romans écrits à la première personne du singulier, est-ce que ça existait? Ben, en fait, c'est drôle parce que dans certains sous-genres sentimentaux, c'est une obligation d'écrire au jeu. Hein? C'est l'héroïne qui se décrit elle-même. La chick lit, par exemple, hein, où elle va raconter ses déboires. Dans la littérature à dissous, puis on dit littérature à dissous parce que ces romans donc de 32 pages étaient vendus tous 10 scènes. Et donc, on les appelait des romans à dissous. Dans cette littérature-là, c'est toujours écrit comme une espèce d'éditeur omniscient là, qui décrit les situations des personnages puis est capable d'anticiper certains événements. Et c'est donc l'héroïne, elle est jamais son histoire n'est jamais racontée à la première personne. Et ce qui est intéressant de ces romans-là, c'est que l'héroïne qui est quelque part le personnage principal de ces romans, ben elle n'est pas la maître d'œuvre ou celle qui va décider de sa propre destinée. Elle est souvent le jouet des événements. On lui donne pas une grande capacité d'affirmation personnelle. Elle est davantage proie hein, que chasseur. C'est l'homme, évidemment, qui est là pour aller vers elle et faire les premières démarches. Et elle doit l'attirer, entre autres, par le flirt et par le maquillage et les belles robes. Donc, on est vraiment dans un univers très, très stéréotypé. Et ça a énormément changé. Et ça a changé au Québec, on dirait, plus qu'ailleurs. Alors, évidemment, il faut faire attention parce qu'il y a des nuances. Mais il y a 2 phénomènes qui sont quand même assez nouveaux. Puis on retrouve au Québec davantage, certainement qu'au Canada anglais, qu'aux États-Unis, puis même qu'en Europe. C'est que, d'abord, il y a des rapports beaucoup plus égalitaires en ce moment entre les personnages. Homme-homme, femme-femme, queer-queer ou femme-homme. Et ça, c'est une révolution qui a commencé déjà dans les années 90. Dès les années 90, on a commencé à avoir des personnages qui étaient beaucoup plus complexes du côté des femmes comme des hommes et où les rapports n'étaient pas régis par le fait qu'il y en a un. Vous avez sans doute vu ou lu ou entendu parler de 50 Shades of Grey, là. Donc, où il y a l'homme qui est surpuissant, il y a l'argent, il y a l'érudition, il y a la virilité, il est fort, etc. Puis la femme est faible, etc. Donc, on est sorti de ce scénario canonique. Et puis l'autre chose qui est incorporée dans la littérature qui est originale, c'est l'autodérision. On a commencé à vouloir avoir des romans d'amour, mais où les personnages ne se prennent pas toujours au sérieux. Il y a des apartés, par exemple, où les personnages vont confier que, dans le fond, ce qu'ils font, c'est un peu quétaine. Hein? Et que peut-être qu'ils ne devraient pas être aussi omnibulés par la recherche de Mr. Right. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit apparaître dans la littérature québécoise, qui prend de plus en plus d'importance et qui montre que le roman québécois, je pense, a davantage évolué, en tout cas davantage cheminé que certaines autres littératures nationales.
Je suis d'accord. Je fais du pouce là-dessus, dans l'imperfection, je pense, du personnage, dans l'imperfection. C'est comme un peu, je disais tantôt, l'imperfection de la relation, le gars un peu tout croche qui essaie de dire puis qui trouve pas les bons mots. Tu sais, je pense qu'on aime ça. Il y a quelque chose à lequel on s'identifie, à lequel on fait « Ah, ça ressemble à mon chum, là, quand il essaie de me dire ça. » Tu sais, puis que je le sais qu'il m'aime, mais Colin, il s'y prend comme ça, tu sais. Puis, en tout cas, moi, il y a quelque chose là-dedans qui me touche plus que la scène de l'avion de tantôt, tu sais. Il y a quelque chose vraiment qui me touche plus dans le fait d'aller manger une poutine, aller jaser, que d'aller dans un restaurant bien fancy 5 étoiles où tu sais, c'est un peu dans un monde plus riche aussi, très urbain, où souvent on va voir le milieu de la mode ou des ben glamour, tu sais. Moi, j'ai ça. Je m'éloigne un peu de ça. Puis j'aime être, c'est ça, dans une réalité. Je vais faire du pouce oui, mais là-dessus. en fait, puis même au-delà de l'autodérision, puis je pense que moi, de ce que j'observe, en tout cas de mes lecteurs-lectrices, c'est qu'ils aiment les histoires qui sont vraies. Et donc, vrai veut dire avoir des failles. Puis je pense que c'est ça qui vient chercher les gens quand ils lisent mes romans ou tes romans. C'est cette idée qu'on raconte pas cette histoire qui est inatteignable ou ce preux chevalier qui arrive. Puis c'est vraiment pas ça. C'est, hey, moi, voici ce personnage qui a de la difficulté à communiquer ou qui a de la difficulté à... Il y avait eu une vie un peu plus difficile et de la difficulté à s'attacher. On parle des vrais enjeux que les gens éprouvent dans leurs amitiés, dans leur couple et tout ça. Et c'est ça qui fait que les gens reviennent. J'ai l'impression, moi, en tout cas, des échos que j'ai reçus, c'est que c'est ça, c'est qu'on lit ça et on se dit, oh mon Dieu, ça pourrait être moi, mais c'est pas moi, mais ça me permet au lieu de permettre de sortir de ma vie puis de m'imaginer une vie que j'aimerais avoir, c'est plus, ça me permet de comprendre des aspects de ma vie. Puis ça, c'est la lunette change, j'ai l'impression, ou du moins, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'elle a changé par rapport à ça. Ben justement, oui, vas-y, excuse-moi. Ben, j'allais juste vous demander, justement, comment votre lectorat vous témoigne des ressemblances qu'ils ressentent par rapport à ce que vous écrivez, justement? Est-ce qu'ils disent... comment ça se manifeste, justement, dans un salon? Une tag sur Instagram. Comment tu dis? Comme ça que ça se manifeste. Non, ben oui, dans les salons du livre, dans les échanges, c'est souvent ça. C'est des personnages qui sont vrais, c'est des personnages qui sont réalistes, c'est des personnages qui ont des défauts, des qualités qui sont complets. Et c'est pour ça qu'on aime ça, te lire. C'est pas mal ça l'écho que j'ai eu aujourd'hui. En tout cas, c'est pas mal ça qui est revenu, là. C'est ça. Puis là, moi, dans mon dernier, parce que là, bon, il est sorti en octobre, les gens ont commencé à le lire. Moi, ils m'écrivent directement, tu sais, sur ma page, puis je m'occupe de toutes mes affaires, puis je trouve ça drôle, parce que peu importe le genre, peu importe... Là, moi, c'est un couple hétérosexuel, mais il y a une fille, elle m'a dit « Oh, mon Dieu, ils s'ostinent ou des niaiseries. » On dirait, moi, ma blonde, tu sais, quand on va... Moi, ça me fait rire, puis ça me fait rire parce que je fais « Ben oui, coudonc, tu sais. » Mais c'est ça la vie, tu sais. Puis c'est un peu, quand je donne une référence en télé, tu sais, je vais dire, c'est comme un peu Sex and the City, tu sais, qu'on a vu, puis que c'était des filles, tu sais. Et l'émission, là, ça joue plus, là, mais ça a joué pendant longtemps, La Galère, tu sais, on suivait, c'était 4 filles qui habitaient ensemble, tu sais. Hey, on les aimait dessus, ces filles-là, parce que, hein, c'était bon, tu sais. Oui, c'est ça, Lynn Casabonne. Puis, fait que c'est un peu le même genre, tu sais, de se reconnaître, en fait. Je pense que ça fait du bien. Fait que moi, c'est ce qu'on me dit souvent. Je fais référence à quelque chose qu'il y avait dans les romans à 10 sous où certains auteurs s'inspiraient des courriers du cœur. Est-ce que c'était majoritaire ou c'était des propositions que faisaient les éditeurs? Non, ben en fait, les éditeurs se souciaient assez peu de la manière que les collaborateurs, collaboratrices allaient leur livrer leurs manuscrits. Hein. Les éditeurs étaient des éditeurs commerciaux, ne s'intéressaient pas tant à la littérature qu'à faire de l'argent. D'ailleurs, la plupart avaient commencé simplement en ayant une imprimerie. Et l'imprimerie, ne tournant pas assez les fins de semaine, ils se disaient, je vais aussi publier des petits romans à 10 sous qui vont me permettre d'arrondir mes fins de mois. Puis on recrutait donc des gens qui n'étaient pas nécessairement des grandes plumes à venir proposer des histoires. Certains d'entre ces gens donc, qui se proposaient sont devenus des grands écrivains. Donc il y en a quelques-uns dont on connaît les noms. Hein. C'est très, très rare, mais quand même, quelqu'un comme Yves Thériault a dit, moi, je suis devenu un grand écrivain parce que je me suis exercé. Ah oui, c'est ça, je me suis exercé à écrire ces petits romans à 10 sous. Et il y a d'autres personnes qui simplement se contentaient d'avoir une littérature qui était populaire. Donc, dont Pierre Degnaud, qui était aussi comédien, musicien, et qui, lors de ses heures de loisirs, se permettait d'écrire des romans de 32 pages. Et ces gens-là pouvaient s'inspirer. Alors, on n'a pas beaucoup de témoignages, mais on a quand même 2 témoignages. Les gens se sont dit, moi, je m'inspirais de ce qu'on appelait le courrier du cœur. Alors, ça n'existe plus, ou en tout cas dans les
journaux, ça existe encore en ligne, mais ça n'existe plus dans les journaux, où on écrivait donc à des gens qui étaient connus simplement par leur prénom. Donc, ça peut être le courrier, par exemple, d'Odette. Et on leur écrivait nos histoires, nos bonheurs et nos malheurs, soit parce qu'on voudrait être en couple, soit parce qu'on était en couple, mais pas avec la bonne personne. Et puis, ces gens-là répondaient aux doléances du public. Et donc, on s'inspirait de ces histoires pour construire des récits fictifs. Mais ça montre une chose, ça montre que la littérature sentimentale a toujours voulu refléter les préoccupations de celles et ceux qu'elle est être leur public. Ce n'est pas vrai de dire que c'est des histoires simplement qui ne s'inspirent pas de la vie réelle. On en fait quelque chose de neuf puisque c'est de la littérature. Mais il y a toujours cette volonté d'être le miroir de certaines préoccupations de chaque époque. Et on voit donc la littérature sentimentale évoluer énormément sur les 2 derniers siècles au Québec, parce que ça fait 200 ans à peu près au Québec qu'on écrit des romans d'amour. Sur 2 siècles, on voit vraiment les personnages complètement changés, les scénarios être bouleversés, les récits être réinventés, les raisons des ruptures, évidemment, être modifiées. On n'écrit plus les histoires de bergères et de princes comme on le faisait au 19e siècle. Ça existait au Québec, ça. Aujourd'hui, évidemment, ça ne se vend plus. Faut juste rajouter Tinder, puis tout est correct. Oui. Aujourd'hui, mais Tinder, c'est intéressant. Parce que la sexualité, vous pouvez vous imaginer que la sexualité, dans les romans dissous des années 40 et 50, c'était quelque chose qu'il fallait davantage négocier. Ça existait parce qu'il y avait le flirt. Hein? Donc, ça existait, mais c'était quand même assez compliqué et scandaleux. Il fallait avoir toute une espèce de gymnastique rhétorique pour arriver à incorporer le fait que la femme pouvait désirer un homme, que l'homme pouvait désirer une femme. Alors qu'aujourd'hui, souvent, la sexualité, c'est quelque chose de sine qua non, d'incontournable dans les romans d'amour. On verrait mal une histoire d'amour où il n'y aurait pas une attirance non seulement physique entre les 2 personnages, ça c'est certain, mais qui allait plus loin, qui aurait vraiment des relations sexuelles complète, qui allait déterminer le fait que la personne est vraiment la bonne personne, au point où, dans la chick-lit québécoise, ce qui est intéressant, c'est pas que les gens font l'amour pour la première fois, parce qu'ils ont souvent des expériences sexuelles qui remontent à de longues années avant de rencontrer la bonne personne, mais qu'ils font l'amour comme si c'était la première fois. Et puisque c'est comme si c'était la première fois, sans doute qu'ils ont rencontré l'homme ou la femme de leur vie. Mais c'est bon parce que ça m'amène à une question que j'avais notée et que je gardais pour un peu plus tard. Mais justement, quelle est la part de la libido dans vos écrits concernant l'amour, justement, parce que je sais que toi, tu as des romans, tu nous disais, qui ne traitent pas du tout l'amour, mais quelle est la part que vous... c'est quoi le pourcentage qui est attribué à la libido que vous incorporez? Veux-tu y aller ou tu veux y aller? Non, je te laisse y aller. Mais premièrement, je pense que j'écrirais jamais une scène où est-ce que je veux revivre la première fois. Là. Je pense pas que c'est très, intéressant. Non, mais ça, j'ai pas dit ça, hein. C'est qu'on fait l'amour comme si c'était la première fois. On ne revit pas la première fois. On ne revit pas la première fois parce que la première fois était mauvaise. La preuve en est, c'est qu'on n'est pas resté avec le partenaire ou la partenaire. Donc, on vit une vraie histoire d'amour parce qu'on est capable de faire l'amour comme si c'était la première. Ah oui. J'éprouve des hésitations. Des excitations ou des hésitations? Non, j'hésite. Mais c'est correct, je comprends le point. Personnellement, je suis pas une grande... le sexe, la sexualité fait pas vraiment beaucoup partie de mes romans. Je l'aborde un petit peu plus dans mon dernier. Personnellement, je vais vraiment plus dans les sentiments amoureux et le désir qui peut se manifester de façon que je vois cette personne, elle m'attire et en plus la personne qu'elle est vient me chercher. Mais je suis pas... je trouve que mes personnages ont beaucoup plus tendance à connecter intellectuellement et psychologiquement et je laisse beaucoup place à l'imagination dans tout ce qui est le physique. Par contre, je pense que c'est un des aspects qui fait que tu tombes en amour, donc c'est sûr que ça doit être présent. Mais en même temps, ce serait quand même intéressant d'avoir une histoire d'amour où il n'y a absolument aucun sexe parce que c'est quelque chose qui existe aussi. Mais moi, c'est ça, c'est pas centré autour de ça. Les gens, les personnages éprouvent du désir, mais je me concentre pas sur ça nécessairement dans ce que j'écris. OK. Moi, je vais faire une confidence, OK? Dans presque 80... Moi, j'ai 17 romans, OK? Seulement? Oui. Et dans à peu près 80 de mes romans, moi, je faisais des ellipses au moment des scènes de sexe. Okay? Ouais. C'est comme si j'étais un peu mal à l'aise. Les gens vont penser que c'est moi. Là, ils vont me regarder puis ils vont se dire... Bon. Et là, récemment, moi, je lis beaucoup de... C'est gâté. Je me suis gâtée. Moi, je lis beaucoup d'auteurs québécois. Puis là, j'ai lu des trucs où il y avait certaines scènes, érotiques, sexuelles, peu importe. Puis je disais, Caroline, j'aime ça lire ça.
Tu sais, là, on suit un couple qui s'aime, puis à un moment donné, Ouais. bon, oui, dans le livre, ils font l'amour, puis ça fait partie de l'affaire, tu sais. Et là, je me suis donné le défi, là, maintenant, j'écris des scènes de sexe. Mais c'est vrai que c'est Ouais. c'est comme un peu... moi aussi, dans mes premiers romans, c'était comme, vous devinez ce qui se passe maintenant, tu sais. Ouais. Mais... Et là, je m'en suis fait parler. ah oui, en bien? Mes lectrices m'ont dit, ouais, j'ai aimé ça. On m'en a demandé. Oui. Ah oui? Fait que là, j'ai Ouais, dit, on m'a dit là, c'est vraiment le fun, mais tu sais, si tu pouvais nous donner plus de détails, ce serait cool. J'étais Ben OK, c'est voilà. bon. Fait que là- Je m'attelle à ça. Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est un autre type d'écriture. Moi, on m'a demandé d'écrire sur des collectifs érotiques une couple de fois. Stéphane Dompierre m'avait demandé ça. Je dis, es-tu fou? C'est sûr que je fais pas ça. Mais là, Les gens oui. vont penser. Là, non, mais. Fait qu'il y a quelque chose, tu sais, moi-même, en tant qu'auteur, j'ai évolué là-dedans, puis il y a une ouverture. Mais oui, je pense que c'est le fun, tu sais. Ouais. Je pense que c'est le fun. Comme là, moi, cette histoire-là, c'est un couple. Mais tu sais, à un moment donné, on a un livre au complet sur un couple. Ils n'ont jamais fait de l'amour. Ils se donnaient juste un petit bec, tu sais. Ouais. Là, tu sais, à moins que ce soit un Ça enjeu. va pas très bien. Mais à moins que ce soit un enjeu, mais là, j'ai dit, bon, tu sais, fait que c'est un choix que j'ai fait. Et non, les gens, ils pensent pas, là, ils me regardent pas en disant, tu sais, fait qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais on m'a parlé, on a apprécié ça. Donc, Mais quand il y a une bonne part d'autofiction, est-ce qu'on se dit, OK, je vais juste dire à la personne de qui je me suis inspiré, de quoi il retourne, puis au cas où elle se reconnaisse un petit peu trop, ou au cas où elle se touche en me lisant? Non, mais y a-tu besoin de faire ça à un moment moi, donné? j'ai pas besoin de le faire. Comme je disais, tu sais, la vérité m'appartient. Tu sais, c'est un peu, c'est ça mon secret. Tu sais, C'est bien les dit, gens vont me dire des fois, ça, j'aimerais ça le savoir. Tu sais, puis là, je dis, tu le sauras pas. Ah ouais? Fait que c'est ça. Mais tu sais, les gens sont curieux, ils posent des questions, puis je trouve ça très drôle. Mais en même temps, ça fait partie de ce que je me réserve le droit de dire ou de ne pas dire. Puis quand on fait de l'autofiction, ben c'est ça. C'est comme, voilà, on sait pas qu'est-ce Ouais. qui est vrai, on sait pas qu'est-ce qui est... Mais moi, c'est de la fiction, fait que c'est des scènes inventées que j'ai du fun à écrire. Là. là, tu vas inventer pour ton prochain roman. Oui. Tu vas leur donner un Mais petit... j'ai commencé, là, dans l'éveil des érables, je me suis aussi gâtée un peu. Là. Ça coule, À un ça moment donné, coule, les érables, hein? Mon éditrice était comme ça, mais qu'il y a beaucoup de sexe. là. J'étais comme, mais, gars, on m'en a demandé. Mais tout comme l'amour évolue dans le monde de la littérature, on l'a vu avec Jean-Philippe, puis tu sais, avec les romans d'après-guerre et tout ça, l'amour évolue pour chacun de nous aussi. Alors, qu'est-ce que vous trouvez de très, très, très différent entre vos sentiments amoureux d'entre 20 et 30 ans ou 20 ans et vos sentiments amoureux aujourd'hui? Trouvez-vous que l'amour a pris une dimension que vous soupçonniez pas ou à laquelle vous vous attendiez pas? Ou... Ben, Oui, il y a un recueil, malheureusement, je me souviens plus du nom de celui qui l'a écrit. C'est un jeune homme du début du 19e siècle, de ce qu'on appelait encore à l'époque le Bas-Canada, donc ce qui est devenu le Québec d'aujourd'hui. Et ce jeune homme qui venait d'une famille mixte, donc de catholiques et de protestants, francophones et anglophones, est tombé amoureux dans la ville de Québec d'une femme de son âge qui était elle aussi issue d'un mariage mixte. Et il tient un journal personnel, un journal intime dans lequel il écrit ce qu'il est en train de vivre. Et c'est très drôle parce que il dit c'est bizarre, je ne me comprends plus. À chaque fois que je vois cette jeune femme, j'ai des tremblements, des sueurs. Moi qui est si loquace d'habitude, je perds mes mots. Je l'approche, puis je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire. Et là, il se tâte, il s'interroge. Ça dure des pages et des pages de son journal intime. Puis à la fin, il conclut, il dit, je crois que c'est ce qu'on appelle l'amour. Et là, il s'informe autour de lui. Il dit, est-ce que c'est bien le sentiment que j'éprouve? Et les gens le confirment dans ses sentiments. Et là, il va lire des livres où on lui apprend qu'est-ce que c'est que d'être amoureux. Donc, il apprend la grammaire de ce que c'est à l'époque, d'exprimer ce sentiment-là qu'il a dans lui, qui lui est venu naturellement. Donc, il y a quelque chose, moi, je pense, qui est très vrai dans cette histoire. C'était que, finalement, quand on vit une histoire d'amour, elle est à chaque fois, quelque part, toujours la même. C'est à peu près toujours les mêmes émotions, les mêmes sentiments. C'est à peu près la même impression qui nous habite. Mais par ailleurs, la grammaire qu'on va se donner pour exprimer, pour mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre, cette grammaire-là, elle évolue beaucoup. Donc moi, j'ai pas l'impression que la jeune amoureux que j'étais à 15 ans est différente du vieux amoureux ou du vieil amoureux que je suis devenu aujourd'hui. Mais évidemment, la façon de le dire, cette façon-là, ben, elle a évolué. On a désormais des chansons
chansons, par exemple, qu'on a écoutées à la radio. On a des livres qu'on a lus. On a des articles de clin d'œil qu'on a parcourus. On a des conversations qu'on a eues avec des amis. Il y a toutes sortes de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, notre expérience n'est plus exprimée de la même façon, mais au fond, une histoire d'amour, quant à moi, ça traverse les siècles. C'est toujours quelque part la même passion, comment je dirais, la même excitation, le même sentiment d'être soulevé par quelque chose de plus grand que soi. Ouais, moi, je suis pas là encore, comme toute la discussion, j'ai une autre opinion. Mais j'ai vraiment l'impression que je suis pas une amoureuse comme j'étais comme vers 18 ou 20 ans, au sens où j'ai l'impression que les choses que je vais rechercher sont absolument diamétralement opposées de ce que je recherchais quand j'étais ado. Est-ce que je pense que justement on est exposé peut-être plus les femmes très jeunes à des histoires justement très Hallmark movies, très si le gars il est pas fin avec toi, on nous dit très jeune s'il est pas fin avec toi c'est parce que dans le fond il t'aime. Non mais c'est pas vrai ça en fait. T'sais, après ça on apprend à déconstruire tout ça. Il y a India Desjardins qui a fait un essai qui s'appelle Monsieur Big et la glorification des amours toxiques. Puis je pense qu'en tant que jeune femme on se met à idolâtrer des choses qu'après, on comprend dans notre fin vingtaine, début trentaine, de dire, OK, non, ce que je dois rechercher, ce qui va me faire tomber en amour, c'est pas... Je suis pas la même type d'amoureuse, je recherche pas le même genre d'intensité, peut-être, ou de folie, ou de... Si c'est compliqué puis ça me fait de la peine, ça doit vouloir dire que c'est intense puis que c'est vrai. C'est plus exactement ça que je ressens. Donc, je pense que j'aime vraiment différemment puis je tombe en amour vraiment différemment que quand j'étais plus jeune, personnellement. Oui, puis je pense qu'aussi... par rapport à l'évolution, il y a quelque chose dans... Bon, à 20 ans, tu sais, on dit, on rencontre un gars, on tombe amoureux, amoureuse, peu importe. Tu sais, c'est quoi ton style de vie à 20 ans versus c'est quoi le style de vie à 40, 50, tu sais? Parce que là, moi, je pense que la rencontre et tout ce qui l'entoure est vraiment complètement différent. Tu sais, à 20 ans, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Les deux, on est à l'école ou on commence sur le marché du travail ou peu importe. Quand on rencontre à 45, as-tu des enfants? Voyages-tu? T'habites où? Veux-tu qu'on cohabite? Moi, mes enfants... Il n'y a pas du tout les mêmes enjeux, là. Moi, je trouve que c'est... l'argent, par exemple, parce que comment qu'on gère ça? Tu sais, quand t'as 20 ans, là, tu t'en fous, là, ce que ton chum il fait dans la vie, puis y a-tu une job, puis y est-tu dépensier ou il est pas dépensier? Mais là, quand tu veux peut-être acheter une maison ou tu veux comme, OK, on va qu'on regarde comment qu'on vit, on est-tu compatible? Exactement. Tu sais, on cherche pas la même chose. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Moi, je pense que c'est plus compliqué et plus simple. J'ai l'impression que le tri se fait beaucoup plus vite. Aussi. J'ai pas compris comment t'as dit ça. J'ai dit c'est plus complexe peut-être, mais c'est aussi plus simple au sens où le tri se fait beaucoup plus vite. Ouais. Comme plus rapidement, tu fais comme non. Ouais, je pense qu'on sait ce qu'on veut. Je pense qu'il y a quelque chose de plus... c'est plate à dire. C'est comme si j'ai l'impression que l'amour ne suffit plus. Tu sais, mettons, à un certain âge, l'amour propre te suffit. T'es comme, pourquoi j'irais me faire, excusez, mais vous savez ce que je veux dire, avec quelqu'un qui va pas m'apporter... Alors que quand t'es plus jeune, on dirait que ça te complète. T'es comme, si je rencontre une personne-là va me compléter et donc tout va être magnifique. Puis là, t'es comme, OK, mais je suis assez complète. Ouais, c'est ça. Fait que ça va. Fait que je pense qu'il y a des questions comme ça qui diffèrent, dont les enfants. T'sais, quand on rencontre quelqu'un dans la vingtaine, est-ce qu'on va avoir des enfants? Je sais pas. On est jeune, on verra. Moi, là, à 42, j'en aurais pas, là. Je le sais. Fait que si je rencontre un homme qui me dit « je veux des enfants », ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Ouais. Fait que c'est beaucoup un enjeu. Là, j'ai des amis présentement qui ont mon âge, qui sont sur les réseaux, qui veulent rencontrer. Puis c'est un enjeu majeur, tu sais, de vouloir des enfants ou non. Puis c'est souvent... Ça vient rapidement dans la conversation. Là, on va laisser faire, tu sais, parce que... Ouais, j'en veux ou toi t'en veux ou l'autre en veut pas, tu sais. C'est une nouvelle gestion du verbe falloir. Il faut-tu qu'on vive ensemble? Faut-tu qu'on se voit une fois par semaine au moins? Il faut-tu qu'on ait des enfants? Faut-tu qu'on partage l'auto, n'importe quoi? Je pense que c'est un peu cette nouvelle gestion-là, non? Mais je suis d'accord, tu sais, qu'il y a aussi le phénomène tomber amoureux. Oui. Je pense que ça, c'est de base, tu sais. Ouais. Oui, les émotions, tu sais, wow! Oui, c'est ça. Ça reste, of course, ça reste. Mais je pense que ce qui l'entoure, plus on vieillit, il y a un petit peu plus de couches. On parle plus. Il y a deux choses nouvelles. Hein. D'abord, c'est que les gens qui sont en amour souvent n'habitent pas ensemble. Le Québec a le record mondial des gens qui disent être en couple et n'habitent pas ensemble. C'est quand même particulier. C'est une nouvelle réalité. Et la deuxième réalité, c'est les enfants, donc moins d'enfants. Et l'enfant, autrefois, était considéré comme le fruit de l'amour. C'est comme ça qu'on le concevait. Donc, c'était un peu la réalisation charnelle de l'amour que deux personnes entretenaient l'une pour l'autre. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et donc, il faut que l'amour trouve un autre substrat
pour exister. Et de plus en plus, ce substrat-là, dans la littérature sentimentale, c'est la sexualité qui le donne. C'est devenu quelque chose de fondateur entre deux personnes qui s'aiment. La révélation de leur amour va passer par une passion de feu. Et ça existait évidemment assez peu pour mes romans dissous des années 40 et 50. Et ça va commencer à s'exprimer de plus en plus dans les années 70 et 80. J'ai parlé tout à l'heure de 50 Shades of Grey, mais 50 Shades of Grey, il faut comprendre, c'est plus de 50 millions d'exemplaires vendus. Je veux dire, c'est juste inconcevable. Et tout le monde a compris qu'il y avait là quelque chose qu'il fallait absolument analyser parce qu'on est rentré dans une époque qui bascule. Je disais que l'amour, c'est une grammaire aussi. Bien, d'une grammaire de l'amour X à une nouvelle grammaire de l'amour. Je rebondis sur le fait qu'on a le record des gens qui vivent pas ensemble. Anecdote personnelle, il y a deux femmes qui s'approchent l'année passée au salon ici de ma table, puis j'ai le mot « amour » sur chacun de mes romans. Puis les filles disent « Ah, on devrait mettre ça dans notre salle d'attente. » Ben, je dis « Qu'est-ce que vous faites comme métier, les filles? » Elles disent « On est avocate au matrimonial. » Là, je dis « Est-ce que c'est vrai que pendant la COVID, il y a eu des ruptures? » Elle dit pendant la COVID, elle dit ça n'a pas cessé depuis. Puis ça faisait déjà 2 ans que la COVID était terminée. Donc, ceci explique cela. Est-ce que ça achève? Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à poser à nos 3 panélistes ici? Surtout, ne vous gênez pas. Je vais me déplacer avec le microphone, puis je vais aller coller ça sur vos jolies lèvres. Oui? Bonsoir. Est-ce qu'on rationalise trop l'amour aujourd'hui par les projets? Vous avez dit personnaliser, c'est ça? Rationalise. Rationaliser, pardon. Rationaliser, oui. Bonne question. Oui, j'aime ça. Non, pas trop. Je pense qu'on a passé assez longtemps à l'idolâtrer. Là, ça fait du bien de ramener le balancier un peu au milieu. Moi, j'aime raconter des histoires qui, j'ai l'impression, sont vraies, puis j'ai l'impression que les gens aiment ça actuellement, lire des histoires aussi auxquelles ils peuvent s'identifier. Donc, j'ai l'impression que ça fait du bien de ramener le balancier, personnellement. Moi, je pense qu'on est exigeant. On est exigeant par rapport à cette quête de bonheur-là qu'on a maintenant, qui était... qui est un privilège, en fait. C'est un privilège de se demander est-ce que je suis assez heureux, est-ce que je suis... Puis, tu sais, il y a quelque chose... Je dis pas que le couple, c'était bien quand on restait ensemble toute notre vie parce que, bon, on restait mariés, puis tout ça. Mais, tu sais, moi, j'en ai eu un modèle. Tu sais, moi, mes parents s'aimaient, riaient ensemble. Mon père est décédé aujourd'hui, tu sais, mais mes parents ont été 30 ans ensemble, ils s'aimaient, ils riaient. Moi, j'ai eu ce beau modèle-là, non pas sans avoir de haut et de bas. Mais est-ce qu'on rationalise? T'sais, moi, je pense qu'on est dur un peu. T'sais, je pense qu'on est exigeant, puis je pense que oui, peut-être qu'on est avec notre tête des fois plus qu'avec notre cœur. Je sais pas s'il y a là une clé intéressante, peut-être. Oui, bien, si les 2 mots ont été prononcés, hein, tête et cœur, dans la littérature sentimentale, plus il y a de raisons, moins il y a d'amour. Hein, parce que l'amour, évidemment, échappe aux raisons qu'on peut lui donner. Hein. L'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et il y a une part simplement de mystère, d'inexplicable dans le sentiment qu'on en éprouve pour une autre personne. Et ça, c'est une constante de la littérature sentimentale, à tel point qu'au 19e siècle, justement, lorsque cette littérature sentimentale était mal vue des élites, parce qu'au 19e siècle, on voulait l'amour. Mais pas l'amour d'une femme ou d'un homme, l'amour de la patrie, l'amour de la religion, l'amour de la nation, l'amour de la terre. Et donc, on se disait, bien, lorsque 2 personnes se rencontrent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la rationalité, il ne faut pas de la passion. Ben, c'est merveilleux. Une autre question? Pourquoi l'amour? Non, est-ce qu'il y avait une vraie question pour vrai? Oui, c'est une question là-bas, on l'a vu. Levez votre main, s'il vous plaît, celui qui a posé la question. Oui, allô? C'est Olivier. C'est Olivier. Pourquoi l'amour? Parce que tout le monde aime ça, parce que l'être humain en a besoin. Ouais. L'être humain a besoin des autres. L'être humain... je me souviens, quand j'ai étudié en psychologie, on nous montrait... dans les orphelinats, je ne sais pas si ça se fait aujourd'hui encore dans le monde, mais on voyait des enfants, des bébés, dans leur berceau, leurs besoins de base étaient comblés. C'est-à-dire qu'ils étaient nourris, ils étaient, tu sais, mettons, ils étaient pas... Mais il n'y avait pas de contact humain. Et les enfants développaient des comportements qu'on appelait d'autostimulation, où ils se cognaient un peu. Il y a des animaux qui font ça aussi quand ils sont isolés, quand ils perdent un contact avec l'autre. Tu sais, moi, je pense qu'il y a quelque chose là. L'humain est une bébite sociale.
une bébite faite pour aimer, une bébite faite pour être avec les autres. L'amour en fait partie, tu sais. Il y a besoin de chaleur, Ouais. tout simplement, de partage. Et, tu sais, à l'ère du jetable où tu peux consommer de la pornographie, tu peux consommer l'autre via les Tinder et compagnie, ben tu as besoin d'une vérité, d'une authenticité dans une relation, je pense. Là. Est-ce que nous allons conclure là-dessus? Oui? Ah, le président du Salon du Livre de Montréal nous dit que oui. Alors, mesdames, messieurs, merci d'avoir été là et d'avoir eu une aussi Merci belle beaucoup. écoute. Merci à Jean-Philippe Merci Warren, beaucoup. Marie-Christine, Amélie. Là, c'est plate parce que j'aurais dû vous dire d'apporter vos livres pour qu'on puisse les montrer. Vous êtes à quel kiosque? Ben, est-ce que vous êtes en signature tout à l'heure? Demain. Demain, à après-midi. quelle heure? Demain après-midi à 1h. À 1h? Moi, je vais être là à 19h, je pense. Donc, il est quelle heure, là? Il est 18h30. Ouais. C'est quoi ton... Je vais être là tout de suite à 20... Quoi? 26,59. Oui, merci. 26,59? C'est dans le Ça, fond, pas à gauche, C'est pas le prix du livre, là. Non, non, il est beaucoup moins cher que ça. Venez voir. Jean-Philippe, t'es sorti. Oui, juste à Septentrion, donc juste par là-bas. OK, tu sais pas le numéro? Non. Bon. Moi, je serai au 11-13 si vous voulez venir me lancer des roches ou de l'eau ou des bouteilles vides. Merci beaucoup de votre patience et votre écoute.